Avant de commencer la conférence, je représente ici les Sciences Po Alumni et nous sommes ravis d'accueillir la conférence aujourd'hui d'Hubert de Boisredon et l'échange qui va s'en suivre sur l'esprit souffle suit-le, itinéraire d'un dirigeant engagé, et en présence de son épouse Marianne. Un grand merci à vous deux, tout d'abord d'avoir accepté notre invitation et d'accepter de nous partager vos pensées aussi sur vos chemins. Et voilà, c'est un grand privilège pour nous d'être là ce soir. Concernant les Sciences Po Alumni, pour vous en dire vraiment deux mots très rapidement, donc ça désigne les étudiants qui un jour ont été à Sciences Po dans leur vie. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on représente donc la région Ouest-Atlantique, la région Bretagne des alumni et également un groupe professionnel sur l'économie sociale et solidaire représenté par Emmanuel de Lucelle, que je remercie également beaucoup. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Simon Terninck aussi et le Crédit Agricole qui nous accueille. Merci énormément. Grâce à beaucoup de réseaux, en fait, je dois dire que nous sommes très nombreux ce soir. Et donc, je voudrais remercier, outre les alumni Sciences Po, mais également le réseau HEC Alumni, ESSEC, Centrale Supélec, Audencia, ESCP, EDEC, Alumni, et d'autres réseaux. Entrepreneurs dirigeants chrétiens, DRO, ANDRH Loire-Atlantique, CCI, 60 000 rebonds, GERM, MEDEF, APM. Voilà, merci à vous tous pour avoir relayé. Je pense qu'on est ici surtout pour l'échange qui va suivre. En tout cas, on tient à ce qu'il y ait, si possible, beaucoup de questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, en donnant si possible votre nom, à la suite de l'intervention qui va durer une 15 minutes. Emmanuel va revenir sur la biographie d'Hubert de Boisredon et puis ensuite une petite présentation d'Hubert de Boisredon et ensuite un échange de questions-réponses. Voilà, très belle soirée. Merci Marianne. Alors je vais faire vraiment une biographie express pour vous y retrouver vraiment en quelques mots dans une... En fait, tout est dans le livre, mais on peut dans la biographie d'Hubert distinguer 3 périodes. Si vous êtes amateur de Star Wars, 3 périodes: la période du Padawan, la période du jeune Jedi et la période du maître Jedi. Donc la période du Padawan, c'est la période de sa jeunesse, donc c'est sa formation à HEC, il a été diplômé en 86, et juste après HEC, il est parti en coopération donc, au Banco del Desarrollo au Chili, et ensuite il a créé donc une banque de microcrédit qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle Contigo. La deuxième période, c'est le jeune Jedi. Donc c'est la période Rhône Poulenc, devenu Rhodia, devenu Solvay, où il a été non seulement en France, mais également au Japon et sur toute la région Asie-Pacifique basée à Hong Kong. Et la troisième période, la période du maître Jedi, c'est son arrivée à Nantes ici en 2004, c'est la période Armor qui continue encore. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que l'objectif, c'est d'avoir un maximum de dialogue avec Hubert. Simplement, sachez que nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. En fait, j'ai connu Marianne de Boisredon, donc sa femme qui est ici présente un petit peu avant. Et je connais aussi très très bien son frère Christian. Christian qui a été très très inspiré parce que Christian, qui était un consultant classique, a créé une ONG qui s'appelle Spark News et a été très très inspiré effectivement dans sa création de transformer le monde par l'entreprise et par l'information, a été très inspiré par ce que faisait son grand frère. Voilà, je vais commencer en fait par une première question en 10 minutes, pas plus, hein, c'est le principe de Sciences Po, 10 minutes, 2 parties, 2 sous-parties. Pourquoi ce livre ? D'accord. Je vais me mettre debout, ce sera plus facile. Je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. D'abord, merci Emmanuel d'organiser cette conférence. Merci au Crédit Agricole Vendée, Yves, Simon. Une pensée pour Nicole Gourmelon aussi qui aurait aimé être là. J'ai une pensée particulière pour Patrick Chérami qui était un ami dont le courage continue de m'inspirer beaucoup. Je
suis aussi touché d'être là, de la présence de Madame Baudry. Madame Baudry est la fille du créateur d'Armor, Marcel Brochard. Donc c'est un grand honneur que vous soyez là. Merci. Je suis aussi touché parce que c'est en fait pratiquement la première conférence à Nantes. Donc je suis vraiment heureux d'avoir ce temps de partage avec vous. Et en présence de Marianne, mon épouse, ça a une teinte particulière. Donc voilà, j'en suis très heureux. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Je dirais pour ceux qui peut-être l'ont déjà feuilleté ou lu, en fait, c'est un livre où je me livre de manière très intime. Vous pouvez vous dire pourquoi un dirigeant d'entreprise prend le risque de se livrer de manière aussi personnelle, aussi intime. En fait, si vous voulez, ça a été le fruit d'un cheminement, et notamment de la rencontre et de certains de mes pairs, je veux dire dirigeants d'entreprise, mais aussi de plus jeunes qui venaient souvent avec des questions centrales pour leur vie, me voir, enfin, ou simplement dans des échanges. Ah oui, il faut que je sois là. Ah d'accord, alors je vais revenir dans le cadre. Oui d'accord, je vais revenir. Non, alors je vais me mettre là plutôt, peut-être. Tac. Ça va comme ça? Bon, il faut rester dans le cadre. C'est comme c'est enregistré. Voilà, très bien. Et souvent, les questions qui me sont apportées sont des questions fondamentales. Je dirais, des questions de jeunes, c'est voilà, je fais des études parce que voilà, j'ai envie de réussir mes études, mais finalement, quel sens je vais donner à mes études et ma vie professionnelle? C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien que si c'est juste viser un beau salaire et une place dans mon CV, en fait, ça ne me satisfait pas. Je vois le monde qui évolue, je vois le monde qui ne va pas bien, il y a le réchauffement climatique, il y a la pauvreté, il y a tout ça. Comment je fais? Finalement, bon, racontez-moi votre parcours. Je sais que vous avez été au Chili, je sais que vous avez fait ci, vous êtes allé en Asie. Est-ce que vous avez trouvé un peu la réponse? Donc ça, c'est une série de questions. Des questions souvent de dirigeants, c'est des questions parfois plus difficiles, du style, en fait, j'ai des aspirations, j'ai envie d'être utile à la société, j'ai envie de faire le bien dans mon entreprise, de contribuer à l'épanouissement de mes collaborateurs, mais en fait, je me retrouve complètement tiraillé entre mes aspirations et en même temps ma manière de diriger, parce qu'en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à combiner la performance et la bienveillance. Je n'arrive pas à diriger avec confiance. Parfois, je me rends compte que j'agis de manière dure, brutale, et finalement, j'en souffre. Comment je fais? Pour d'autres dirigeants, c'est, voilà, j'ai hyper bien réussi. Je suis un homme successful, alors c'est le grand maître Jedi. Je suis hyper successful, j'ai 50, 55, voilà. Et finalement, voilà, est-ce que j'ai encore quelque chose à apporter à la société maintenant? Est-ce que ma vie peut être différente de simplement surfer sur ma vague de réussite et attendre ma retraite ou attendre, voilà. Voilà, finalement, est-ce que je suis capable de... finalement, c'est quoi le reste de ma vie? Une question, je crois qu'on se pose beaucoup à nos âges, et une question un peu fondamentale. Et moi, je dirais que j'étais avec cette question-là, et je pense qu'il y a, je pense jusqu'à l'année 2018 à peu près, j'étais un peu dans l'optique de dire, c'était un défi de relever, alors pour ceux qui connaissent Armor, je ne vais pas refaire toute l'histoire d'Armor, mais donc une entreprise créée par Marcel Brochard et M. Galland en 1922, qui a presque 100 ans, on va fêter les 100 ans l'année prochaine, qui a créé le papier carbone, qui a développé des consommables d'impression, etc. Moi, je suis arrivé en 2004 pour contribuer à développer l'entreprise. C'est vrai qu'on a une belle trajectoire. Au passage, on a reçu vraiment le soutien de nos banques, de nos partenaires, dont le Crédit Agricole. Et c'est vrai que tout ça, on peut dire qu'on a réussi un beau parcours, et je le dis d'autant plus que c'est un parcours d'équipe. Mais d'une certaine manière, je pense que j'étais un peu dans la situation de dire, c'est super, il y a eu plein de défis à relever, etc., mais tout va bien. Essayons de rester à ce niveau-là, et puis voilà, entre guillemets, si dans les 10 ans, je continue comme ça, c'est parfait. Et puis, 2018, il s'est passé différentes choses. J'ai d'abord appris, ça a été un peu un choc pour moi lors d'une opération, que j'avais une tumeur au cou. Je ne savais pas si elle était bénigne ou maligne, et donc il a fallu m'opérer. Et c'est ces moments où on se dit, tiens, la vie peut basculer. Et ça a été l'occasion quand même de me dire, en fait, on est tous fragiles, moi aussi. Et j'ai vécu vraiment à la sortie de cette opération quelque chose de l'ordre de, on peut dire, d'une espèce de renouveau, de me dire, en fait, je suis vivant.
j'ai eu de la chance, cette tumeur n'était pas maligne, et de me dire, voilà, est-ce que les années de ma vie qui sont devant, est-ce que je peux vraiment les vivre à plein, non seulement pour moi, pour l'entreprise, mais aussi, j'espère, un peu pour les autres. Voilà, ça a été un peu un désir de profond. Et puis ensuite, on est allé avec mon épouse aux Philippines lors d'un congrès d'une association auquel on appartient qui s'appelle Fondatio. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes, dont une rencontre avec un jeune béninois qui s'appelle Jean, qui m'a profondément bouleversé parce qu'en gros, en fait, j'avais eu l'occasion d'expliquer ce qu'on faisait avec les films photovoltaïques qu'Armor crée. Et il me dit, mais tu sais, ce que vous faites, ça pourrait représenter un espoir énorme pour l'Afrique, parce qu'en fait, moi, j'ai 23 ans, et pour étudier, je suis dans un village sur Piloti, au Bénin, au bord du lac Nokoué, et en fait, pour étudier, j'ai dû étudier à la lampe à pétrole, et je me suis bousillé les poumons en étudiant. Voilà. Ça m'a... Je peux dire que ça m'a bouleversé, parce que j'ai réalisé à ce moment-là, en fait, d'abord, que certains n'ont pas tous la même chance que nous. Ce jeune qui est d'une intelligence incroyable, en fait, pour étudier, pour exercer, pour développer son intelligence, il a dû mettre sa santé en danger. Et tout ça parce qu'il n'y a pas de lumière dans ce village. Voilà, ça m'a bouleversé. Et j'ai compris qu'en fait, oui, on est engagé dans le développement durable, oui, on est engagé dans plein de choses, mais il y a aussi cet enjeu terrible de la pauvreté, de la justice, qui doit nous concerner, nous, entrepreneurs. J'y reviendrai, mais je pense que ça fait partie des convictions. L'entreprise doit avoir un rôle sociétal. Je pense que c'est vraiment important. Et puis, il y a une deuxième rencontre qui était d'un jeune HEC qui était dans une association pour les pauvres là-bas, et qui a 25 ans, qui m'a rappelé notre propre passé avec Marianne, et mon passé quand moi-même je suis parti après l'école HEC, en fait au Chili, où j'ai accepté de partir très libre, en fait, avec rien pratiquement. On gagnait 3 francs 6 sous, 200 € par mois, je me rappelle, même pas 200 francs par mois, 200 francs par mois. Voilà. Et où on a démarré une banque de microcrédit dans les quartiers pauvres de Santiago. Ça a été j'ai vécu ça pendant 7 ans. Au passage, on s'est rencontrés avec Marianne, on s'est mariés après. Et de rencontrer ce jeune qui s'appelle Louis, dont je parle dans le livre aussi, dont la liberté d'être m'a rappelé en fait mes premiers engagements. Ça m'a ramené à une question clé qui est de dire, est-ce qu'aujourd'hui je peux exercer mon métier de dirigeant d'entreprise avec une liberté intérieure. C'est-à-dire une liberté intérieure, c'est-à-dire être prêt à engager, à développer l'entreprise encore plus, mais être prêt aussi à autre chose si jamais, si ma vie m'emmène ailleurs, mais d'être dans cette liberté intérieure. En fait, on n'emmène pas ni sa réputation, ni sa richesse, ni rien avec soi au dernier jour. Et donc, voilà, c'était un peu une invitation à une grande liberté. Bon. Et c'est ça qui a fait que, finalement, j'ai eu envie d'écrire tout ce que, à la fois un peu aux jeunes, j'en vois certains là, mais aux jeunes, un peu, cette invitation à vraiment à croire en ses aspirations profondes, à croire en son intuition, à suivre son élan intérieur, à ne pas chercher simplement à se conformer à ce que la société ou l'entourage attend, mais à suivre ce qui nous anime, ce qui nous donne de la vie. Voilà. Moi, finalement, c'est ça le message que j'ai voulu dire. Donc aux jeunes, aux personnes de notre génération, eh bien, de dire, voilà, la vie est devant. Il y a une phrase qu'on aime bien avec Marianne, c'est « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie ». Moi, c'est cette phrase-là, j'adore cette phrase-là. Et de dire, est-ce qu'on ose imaginer que notre vie devant peut être passionnante, peut être nouvelle, peut être renouvelée? Est-ce qu'on est prêt à se mettre en mouvement et peut-être à quitter un peu nos croyances, nos croyances sur nous-mêmes, sur les autres, nos zones de confort, peut-être pour nous laisser bousculer par des gens différents. Ça peut être des plus jeunes, ça peut être des personnes de réalité, de pays différents, etc., pour nous mettre en mouvement. Voilà, c'est ça, en fait, le message du livre pour moi. Voilà, je ne sais pas si j'ai à dire plus maintenant. C'est bien, c'était peut-être pas deux parties de sous-parties, mais c'était très bien. Tu as fait HEC, tu n'as pas tout à fait fait Sciences Po. Non, je n'ai pas fait Sciences Po, je suis désolé. Alors, tu as déjà beaucoup parlé de Marianne, et moi j'ai une question à la fois
à toi, mais aussi à Marianne qui est devant nous, il y a une expression qui dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. Hein, donc, réciproque aussi. Et réciproque, voilà. Donc Marianne qui avait publié l'économie yin et yang il y a une douzaine d'années. Et quel rôle a joué non seulement Marianne dans l'écriture de ton livre sorti récemment, mais aussi dans ta carrière, comment vous vous accompagnez mutuellement? Et je vais passer le micro parce que je voudrais qu'on entende aussi Marianne. Faut que tu restes dans le cadre aussi. Je me mets dans le cadre. Bonsoir. Je dirais ce qui a été important dans notre cheminement, c'est déjà un dialogue de se dire à chaque étape de notre vie, parce que là on dit, bon, on est passé en Chine, au Japon, ça a quand même permis de vivre 4 grossesses sur 3 continents. C'était pas rien, je crois qu'on a dû déménager une dizaine de fois. Et puis voilà, que ça a entraîné aussi le mouvement de la famille. Moi j'ai envie de dire 2 choses, c'est qu'on s'est rencontrés au Chili, au service des plus pauvres, dans une banque des pauvres. Et pour moi, c'était une évidence que l'être est avant le faire. Je crois que s'il y a une chose qui a toujours été le plus important, et ça veut dire aussi derrière ça, quitter des sécurités, quitter des choses qu'on connaît, aller vers l'inconnu, c'est une audace et une confiance. Je dirais ça, c'est une première chose qu'on a vécue et qui était en nous dès le départ. Puis peut-être en tant que femme, ma conviction, et ça c'est une des convictions que j'ai mis dans le livre Yin et Yang, c'est de croire, quand on voit l'histoire économique, elle a été très masculine, dans le sens, très l'énergie Yang. Et c'est une très belle énergie. C'est vraiment une très belle énergie, mais on a un peu minimisé l'énergie Yin, qui est une énergie plus intérieure, plus féminine, et qui finalement irrigue et donne le sens. Et donc pour moi, je dirais, aux côtés d'Hubert, j'essaye de lui donner ce qui, pour moi, a de l'importance, et c'est par exemple, il y a l'objectif. Un objectif, c'est important parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous met en marche, mais il y a aussi le comment on le fait qui est important. Et dans ce comment, je trouve qu'il y a beaucoup de féminin, parce qu'on est attentif, les femmes peut-être un peu plus, mais on a tous du féminin et du masculin en nous, hein, donc c'est pas propre aux femmes. Mais dans ce comment, c'est aussi se rendre compte que ça passe par une qualité de relation, ça passe par du qualitatif et pas que du quantitatif. Or, notre économie, elle est quand même très quantitative. Et donc, rajouter du qualitatif, ça n'empêche pas le quantitatif, mais ça donne un peu de plus. Je ne sais pas ce que tu rajouterais, Hubert. Non, c'est exactement ça. Moi, je dirais que Marianne, qui est économiste, m'a beaucoup apporté. Alors, il y a eu son livre qui est écrit après la période d'Asie, donc Inventer une économie yin et yang. Alors, je crois qu'il est épuisé, malheureusement, mais peut-être on peut le trouver en comment dire, en seconde main, voilà. Mais il m'a beaucoup apporté dans la réflexion, dans l'écriture. Pourquoi? Parce que je pense que parmi les schémas que moi j'avais, et qui, je pense, sont aussi présents souvent dans l'entreprise, et qui venaient aussi des schémas de grands groupes que je fréquentais à ce moment-là, c'était, pour réussir, il faut être exécutif. Exécutif, ça veut dire carré, droit, rapide, droit au but, pas de sentiments, results oriented. Hein, c'est vraiment à la limite exécuteur. Et à la limite exécuteur. Et je pense que, en fait, moi, j'étais pas à l'aise avec ça, parce que je trouvais que la dérive de ce système, de cette vision, c'est qu'on formait des managers souvent, et il y en a certains dont j'ai subi, de certaine façon, l'exercice du pouvoir dans le grand groupe dans lequel j'étais, parce que j'en parle dans le livre, qui est parfois ce que j'appelle un management par la pression, la défiance et par la peur. Et il y a une croyance derrière ça. Je me rappelle un de mes patrons, je lui disais, mais pourquoi tu agis comme ça? Et notamment qui voulait nous forcer à dire à la fin de l'année, vous devrez virer un de vos collaborateurs sur 10, même s'ils sont bons. Parce que c'est le principe Jack Welch. Alors, vous savez, c'était GE, d'ailleurs, qui est démantelé en ce moment. Le principe Jack Welch, et donc c'était un espèce de modèle. Et je disais, mais pourquoi tu veux faire ça? Et il me disait, mais parce que s'ils ont peur, ils vont se surpasser. Voilà, c'est le genre de croyance qu'il faut démolir. Je pense qu'il est temps de balayer ce genre de fausses croyances. Et Marianne, et dans nos échanges, m'a vraiment conforté, encouragé, invité
à déployer plus cette partie du yin, cette partie enfin, je vais dire, on a, comme elle le dit, il y a tous du féminin et du masculin en nous, mais ce que j'appelle ce féminin, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il n'y a pas que le résultat et l'efficacité, il y a apprendre l'écoute du collaborateur qui a besoin d'être écouté, apprendre à passer du temps avec les personnes, apprendre la patience, un projet sur le long terme. Là, par exemple, chez Armand, on développe ce qu'on appelle les New Tech, qui sont orientées vers les énergies renouvelables. Il faut des années pour qu'elles soient rentables, parce qu'on est en train de faire des innovations de rupture. Quand on réinvente les panneaux photovoltaïques en film souple, personne ne l'a fait. Voilà, on a une vision, si on veut du résultat très rapidement, eh bien on ne le fera pas, tout simplement. Et ça, je pense que c'est de l'ordre de quelque chose où la femme porte son enfant pendant 9 mois. Il y a un sens de la vie, si vous voulez, que la femme apporte. Et moi, je me suis ouvert à cette dimension-là dans ma manière de diriger l'entreprise et pour développer ce que j'appelle, enfin pour essayer de développer ce que j'appelle un management par la confiance, qui est exactement le contraire de ce management que j'ai pu subir et qui existe encore trop souvent. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis aussi dans nos échanges, je pense que, et je crois que ça ressort très fortement avec cette épidémie du Covid. On parle de l'économie du monde d'après, mais en fait, l'économie du monde d'après, je pense qu'on l'a accueilli déjà chez Armor, ça a été le cas. C'est toutes ces quand Yves, vous parliez d'un projet de ce campus, d'être utile à la société. Voilà, moi je crois que c'est développer une économie et des activités d'entreprise dont on sent, on perçoit qu'elles sont utiles à la société. Moi, c'est ça qui m'anime. Comme je dis à mes équipes, vous pouvez m'amener un projet hyper rentable pour aller fabriquer des chewing-gums, je suis désolé, je n'investirai pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Parce que je considère, je suis désolé s'il y en a qui fabriquent des chewing-gums ici, mais fabriquer des chewing-gums, pour moi, je ne vois pas en quoi ça répond à un enjeu de la société d'aujourd'hui. Et donc, je ne vois pas comment... Et c'est ce que me reflètent les jeunes qui viennent ou que je rencontre. Ils me disent, nous, on veut travailler pour des choses qui ont du sens, qui nous nourrissent l'âme. Merci Hubert. Alors on va peut-être ouvrir les micros pour la salle. Donc nous avons Fabien et Anne-Sophie qui se sont portés volontaires parce qu'on les a gentiment sollicités et qui vont passer avec les micros. Ce serait bien d'avoir une personne pour cette travée-ci et une personne pour cette travée-là. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions dans la salle, mais de toute façon, Marianne et moi, nous en avons plein. Donc le temps que peut-être la première question se manifeste, peut-être Marianne, tu as une question ? Alors, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, lorsque vous rencontrez des entrepreneurs qui vous disent finalement, j'ai pas vraiment le choix, je ne peux pas penser long terme comme vous le suggérez, car voilà, mon business model d'une certaine manière est beaucoup plus court quelque part et il faut pouvoir rémunérer les salariés ou les actionnaires et il n'y a pas vraiment le choix. Quels sont les arguments que vous mobilisez dans ces cas-là ? C'est des discussions. Est-ce que vous avez ces discussions-là ? Oui, ça c'est une question importante parce que c'est vrai que beaucoup aussi disent moi j'aimerais bien pouvoir développer quelque chose qui a du sens ou vivre ce management plus par la confiance, passer du temps pour mes collaborateurs, mais j'ai la pression par au-dessus, j'ai des exigences extrêmement fortes et finalement j'ai pas le choix. Je crois que là, en fait, il y a déjà... Enfin, ce qui me paraît important, c'est déjà, effectivement, si on n'a pas le choix et qu'il y a une pression terrible, c'est déjà le reconnaître. Pouvoir reconnaître qu'en fait, il y a une pression externe, il y a un désir intérieur. Qui est pas, voilà. Et déjà, honorer ce désir personnel. Et à ce moment-là, peut-être chercher comment, dans les contraintes de l'entreprise et qui sont faites, de l'environnement, déjà, comment je peux construire un peu un espace où je vais vivre quelque chose de cette confiance. Ça peut être déjà avec mes collaborateurs, même s'il y a de la pression par eux, déjà vivre un type de relation qui est un type de relation dans la confiance, ou un management que j'appellerais participatif, c'est-à-dire en fait, on n'est pas top-down, on demande aux gens ce qu'ils en pensent, aux collaborateurs ce qu'ils en pensent, on écoute leurs idées, etc. Ça, je pense que c'est une chose. Ensuite, il y a quelque chose qui est plus risqué, mais qui demande un certain courage. Je pense que c'est aussi oser interpeller son management en disant voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses différemment ? Voilà, mes équipes souffrent de telle ou telle situation, tel et tel comportement, et je pense qu'on pourrait être plus efficace comme ci, comme ça. Donc c'est en fait développer un leadership, j'allais dire, mais qui demande un leadership courageux, en sachant que
parfois, ça peut avoir des conséquences. Moi, je raconte dans le livre aussi, dans cette situation que j'ai vécue chez Rhodia concrètement, quand mon patron, finalement, pour une logique d'ego et de pouvoir, parce que ça n'avait aucun sens stratégique, a voulu me forcer à délocaliser le siège de l'activité que je dirigeais, qui était à Lyon, aux États-Unis, parce que ça lui permettait de mieux contrôler finalement. Et voilà. Bon, on venait de fermer les usines américaines, les clients étaient en Europe, ça n'avait aucun sens. Bon, je me suis battu jusqu'au bout. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est pour réduire les coûts. Je lui ai présenté un plan de réduction de coûts qui était plus élevé que ce qu'il voulait. Et puis à la fin de la présentation, il m'a dit, oui, tu as atteint l'objectif, mais ce n'était pas la peine parce que j'ai déjà décidé de te licencier parce que tu n'es pas d'accord pour faire bouger tes équipes aux États-Unis. Bon, et ça a été ce que j'appelle... Je savais qu'en m'opposant, je risquais, je me suis battu jusqu'au bout. Mais à un moment, voilà, il y a des moments où on peut le faire, des moments où on ne peut pas le faire. Il faut se garder du jugement. Il y a des moments, il y a une raison supérieure. Parfois, on a une famille à nourrir, on a plusieurs enfants, etc. Parfois, on ne peut pas toujours avoir la liberté qu'on aimerait. Et je pense que c'est important de ne pas se juger pour ça. Puis il y a des moments où on peut. Et à ce moment-là, on est peut-être invité à se battre. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds, mais c'est... Merci Hubert. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle déjà. Oui, une première question, c'est toujours la plus difficile à faire venir. Merci beaucoup. Si vous pouvez, en 2 mots, vous présenter, qu'on sache un peu de quel horizon vous venez. Oui. Il est allumé, ouais. Bonjour, Yann Briand. Je vis à Nantes depuis seulement 1 an. Je vis en région parisienne. J'ai fait une école d'ingénieur et je travaille actuellement en sciences sociales. Je suis chercheur dans le développement durable sur les questions de politique publique du climat. Et en fait, donc j'ai beaucoup aimé votre intervention. J'ai une question. Finalement, je pense à un autre grand dirigeant qui a essayé de faire bouger les choses, à Emmanuel Faber, entre autres à Danone. Et ça m'interpelle ce que vous dites. Moi, je me pose la question de comment faire bouger plus de dirigeants d'entreprise pour qu'ils soient plus en train de porter le discours que vous dites et en se mettant effectivement, en osant. Et on se rend compte que des fois, on a vu ce qui s'est passé pour Emmanuel Faber, on voit que des fois, c'est pas toujours facile. Et ce que vous venez de raconter, que vous avez vécu par exemple chez Rhodia, est-ce que vous avez un avis sur la stratégie finalement qui serait bonne à suivre peut-être pour essayer de faire d'impulser ça au sein des entreprises et que plus de dirigeants justement prennent la parole publiquement pour expliquer les pressions qu'ils ont et puis que ça fasse bouger de l'intérieur ou où est-ce que vous avez d'autres idées? Oui. Effectivement, je pense que plus il y a de dirigeants qui vont oser se mettre debout et affirmer le rôle sociétal de l'entreprise, l'importance du management par la confiance, par exemple, l'importance de l'actionnariat salarié aussi dont je parle. Je pense que vraiment, ça fait partie des choses moi, qui quelque part me choquent. Que des personnes qui travaillent toute leur vie ou toute la journée dans leur entreprise ne puissent pas investir dans leur entreprise. C'est quelque chose de paradoxal. Je pense qu'on devrait ouvrir le capital à l'ensemble des salariés des entreprises. Je pense qu'il faut oser sortir des sentiers battus et dire certaines choses qui d'une certaine façon, sont évidentes. Mais il faut savoir que quand on affirme certaines choses, même si elles paraissent évidentes, en fait, on bute sur certains acquis ou peut-être certains avantages acquis. Et ce n'est pas évident de bousculer à ce moment-là. Donc il faut essayer de le faire avec le maximum de tact que l'on peut. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Je pense que Emmanuel Faber a essayé. Bon, peut-être qu'il a, il y a aussi des gestions politiques extrêmement compliquées, peut-être qui se sont mis en travers de lui. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas cesser de croire au projet. Ce n'est pas parce que certaines personnes, certaines figures, entre guillemets, n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout que le combat ne valait pas la peine. Voilà ce que je crois. Je signale pour ceux qui s'intéressent et qui suivent Emmanuel Faber qu'il y a une excellente interview qui vient de sortir dans Time Magazine, donc une interview en anglais que j'ai découverte ce matin, donc c'est vraiment très très récent. Si vous allez sur le compte LinkedIn de Faber, vous allez trouver le lien avec l'interview. Je crois qu'il y avait une question quelque part par là. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis diplômé de Sciences Po 1968, pas tout à fait frais, et j'ai été un des premiers contributeurs à la création du groupe PME-PMI chez les alumni en 1995, groupe qui s'est fondu qui a été absorbé par la finance. C'est pas nouveau, mais c'est passé comme ça. Il y a une chose qui m'étonne toujours quand on parle de ces choses-là et des emplois, de la création de jobs, c'est le rôle des individus
et les auto-entrepreneurs. Alors, visiblement, ça intéresse tout le monde, les startups, et je crois que même ici, il y a une cellule de startup. Mais quand vous regardez la manière dont les individus, les fermiers, les agriculteurs, etc., sont traités, en France, c'est catastrophique. Enfin, il y a un taux de faillite parmi les petits entrepreneurs qui est le plus élevé en Europe. On a 80 000 faillites en France par an et à peu près 70-80% de ça, ce sont des fermiers ou des indépendants. Et ça bloque. Et l'ensemble des gens qui vivent de revenus non salariaux baisse tous les ans depuis 20 ans, quoi. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Piketty. Alors ça, c'est le côté négatif. Mais je vais en rajouter un tout petit, parce que moi j'ai participé pas mal aux événements du RSI et de la CIPAV, pour ceux qui savent, Caisse de retraite des indépendants. Un jour, j'ai rencontré le responsable de l'URSSAF à Vannes, et il m'a dit, vous savez, un auto-entrepreneur qui n'arrive pas à gagner d'argent, au bout de 3 ans, ne mérite pas de survivre. Alors, quand on réfléchit un peu, ça veut dire qu'aucune des GAFA, si elle était née en France, n'aurait survécu. Puisque la plupart des GAFA, elles ont mis 5 ou 6 ans à faire de l'argent. Et en général, ils ont commencé, Jeff Bezos, dans le garage de ses parents, pareil pour Apple, et Google, encore mieux, dans un vrai garage avec de l'huile par terre. Et ces gens-là, ils ont créé, et ça c'est le côté positif, ils ont créé des millions d'emplois en l'espace de 20 ou 25 ans. Et nous, ici, on n'a pas ces GAFA. Et il n'y a pas la culture du GAFA. Et vous, donc, qui avez participé au microcrédit, et ça, c'est l'essence même de l'individuel, de l'entrepreneur. Et bien, ici, ça ne prend pas. Et le côté négatif encore, c'est que vous avez, je ne sais pas combien de centaines et même de milliers de gens qui se suicident chaque année quand ils sont saisis par l'URSSAF, par les organismes de protection sociale. Et je dois rendre servir, quand même payer tribut aux banques, qui ne sont pas du tout les premières, malgré ce qu'on croit, à mettre les indépendants et les petites entreprises en faillite. Donc voilà ma question. Et vous avez peut-être une réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je pense que d'une part, je crois que oui, je pense qu'il faut réhabiliter l'esprit d'entreprise, quelle que soit l'entreprise, à commencer par les micros, les auto-entrepreneurs. Je pense que entreprendre, c'est un acte de courage, c'est un acte de leadership. Et je pense qu'il y a des choses aussi qu'on peut dire, que Philippe Fourquet qui est là on partage ensemble avec 60 000 rebonds, dans les choses quelque part un peu scandaleuses. Vous êtes chef d'entreprise, vous créez votre entreprise. Vous ratez, vous n'avez pas le droit au chômage. Parce que c'est normal, alors que vous créez les emplois des autres. Je pense que ça fait partie des grandes injustices qu'il faut dénoncer. En fait, on devrait quelque part, la personne qui prend le risque de créer une entreprise, qui prend le risque de tout perdre, et qui perd tout, au moins qu'elle puisse se relever avec des indemnités de chômage comme un salarié. Enfin, voilà, ça je pense que ça fait partie des choses. Ensuite, je crois que cette pandémie du Covid, elle nous a révélé ce qu'on appelle les métiers essentiels. Vous parlez des paysans, vous parlez de... Voilà, beaucoup d'entrepreneurs sont sur des métiers essentiels. Je pense qu'il y a quelque chose restaurer une dignité de certains types d'entrepreneurs, de certains types de personnes qui n'ont pas, c'est pas des grandes entreprises, mais qui font le tissu économique et social de la France et d'ailleurs. Voilà, moi je pense que voilà, et c'est vrai qu'avec Marianne, quand on a développé et avec Laurent, un de nos amis, on a développé Contigo au Chili. Ce qui nous a bouleversé, c'est le courage de ces micro-entrepreneurs. Il y a un exemple qu'on cite souvent. On va sur le marché, on a une des clientes de la banque Contigo qui a un ventre comme ça. Elle me dit, je vais accoucher bientôt. Elle était en train de vendre sur le marché ses vêtements, etc. Et puis on arrive le lendemain, on voit la même avec le ventre tout plat. On dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ben le bébé est né la nuit. Eh ben, je suis au boulot aujourd'hui. Et ça, c'est ce courage. Je me dis, mais et avec le sourire, etc., etc. Et ce courage des micro-entrepreneurs, au Chili, il n'y avait pas de, hein? Vas-y, tu racontes. Je rajouterais, parce que cette femme, elle a été étonnante. Non seulement elle a dit, donc elle avait son bébé, puis je lui ai dit, mais Dalila, tu prends même pas de repos? Et alors elle a un sourire, elle dit, mais j'ai encore plus de raisons de travailler.
regarde ce bébé, je veux qu'il ait tout dans sa vie. Et là, j'ai senti à quel point les entrailles d'une femme lui donnaient le courage, l'envie, mais c'était même pas une question, c'était une évidence pour elle de travailler parce qu'elle voyait directement le lien avec sa famille. Voilà. Donc vive l'entreprise et vive les micros et les Alors, entrepreneurs. il faut quand même dire en matière de prise de risque, enfin, tu le racontes dans ton livre, que vous aussi, enfin, la famille Boisredon, vous avez su prendre un sacré risque. Parce que quand tu racontes dans ton livre qu'en 2014, c'était la question, soit on se faisait bouffer par un fonds d'investissement qui allait démanteler l'entreprise, soit on faisait une reprise de l'entreprise par les salariés, et que vous racontez que vous avez décidé de mettre tout votre patrimoine, toute votre épargne, et que tu demandes à Marianne, es-tu prête à vivre avec les 4 enfants dans un 2 pièces? Et Marianne qui répond oui. Avec les 6 enfants, oui, puisque vous aviez déjà les 2 enfants adoptés. Donc c'est quand même un témoignage très très fort aussi de la prise de risque. C'est pas qu'au Chili que ça se passe, ça peut se passer à Nantes aussi. Non, mais je dirais que on s'est inspiré de ce qu'on a reçu. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que donc, entre 2004 et 2014, Armor s'est beaucoup développé. Il y a un fonds de participation industrielle, fonds d'investissement qui a pris la majorité du capital en 2008. Et en 2013, s'est posé la question de la revente. Et à ce moment-là, on avait déjà commencé à développer certains projets qui, pour moi, ont beaucoup de sens, comme des films pour améliorer la performance des batteries électriques, comme la réinvention des panneaux solaires en film souple photovoltaïque, comme la production locale 3D, etc. Et puis les cartouches remanufacturées qui permettent de développer l'économie circulaire. Ce sont des choses qu'on a développées en parallèle de nos activités, en parallèle de notre activité principale qui est le développement de consommables d'impression pour l'impression des étiquettes code-barres, tout ce qui est la traçabilité des produits, qui est, elle, très rentable, et les autres sont en perte ou étaient fortement en perte à l'époque. Mais en même temps avec une volonté de développement. Et je me disais, voilà, si on est repris par un investisseur, il va racheter l'entreprise. Évidemment, d'un point de vue financier, la seule chose à faire, c'était de fermer tout ce qui ne marchait pas encore. Et on sentait que c'était en même temps pas notre projet. Et donc ça nous a beaucoup travaillé. Et là, je dois dire qu'il y a eu une solidarité d'équipe absolument incroyable, où les uns et les autres ont été prêts à investir tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur patrimoine, s'endetter en plus. Et nous-mêmes, nous-mêmes, on était en première ligne. Donc effectivement, à ce moment-là, j'ai dit à Marianne, écoute, voilà, pour que ça passe, il faut qu'on mette tout notre patrimoine en garantie de nos chères banques, d'ailleurs, qui nous ont soutenus au passage. Mais simplement, si ça rate, si jamais on n'atteint pas les résultats, quand il n'y a pas les résultats, il n'y a plus les revenus. Et à ce moment-là, on aurait tout perdu. Voilà. Et c'est vrai que sans Marianne qui m'a dit, j'étais angoissé quand je suis allé te voir Marianne, en disant, mais est-ce que j'ose lui dire la vérité du truc? C'est que si ça ne marche pas, on va tout perdre, quoi. Et on avait 6 enfants à ce moment-là, les 4 nôtres plus 2 accueillis. Et Marianne m'a dit, écoute, on s'est rencontrés dans les quartiers pauvres de Santiago, dans les poblations. On sait ce que c'est, on sait ce qui a du sens. Qu'est-ce qui a du sens dans la vie? Tu veux dire, toi? Juste dire qu'en fait, en tant qu'économiste, la première chose qu'on apprend, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc je me disais, mais c'était le contraire de ce que j'avais appris en économie. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me disait, qui nous faisait dire, mais si on ne le fait pas, on le regrettera toute notre vie. Il y a comme quelque chose, on se dit, et puis ça donne de l'énergie de se dire, on fait quelque chose qui a du sens, on fait quelque chose qui est risqué, on risque gros, mais en même temps, on sera tellement heureux si ça marche, et donc ça donne encore plus d'élan, d'énergie, de joie, tout simplement. Peut-être pour vous dire quelque chose que je n'ai pas mis dans mon livre, mais qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a 2 moments de ma vie où j'ai senti une espèce de satisfaction, un peu avec une espèce d'une joie qui me dépassait complètement, fait un peu d'un mélange de joie, de fierté, de satisfaction, je ne sais pas comment dire. C'est le jour où j'ai signé quand je me suis marié. Et le deuxième jour, c'est quand j'ai signé, quand on a pris la majorité et le contrôle d'Armor, avec tous les risques que ça signifiait. Je me suis dit, on est complètement fou, je suis complètement fou, mais pour le coup, ça avait goût de liberté. Voilà. Et c'est ça qui est bon. Et honneur à l'équipe qui a aussi misé tout de son côté. Et après, dès qu'on a réussi à prendre le contrôle, la première chose qu'on a faite, c'est ouvrir le capital aux salariés. Et
un peu d'émotion parce que c'est des beaux moments. C'est des moments forts. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 500 salariés actionnaires d'Armor, dont la plupart à Nantes. Et c'est vrai que ça fait tellement plaisir de voir que c'est possible, qu'on a mis en œuvre quelque chose qui était un peu finalement un projet qui me tenait à cœur, voilà, qui nous tenait à cœur. Et alors, Marianne Bousquet et moi, on a deux questions complémentaires. C'est pas à HEC qu'on apprend à prendre des risques comme ça. Comment est-ce qu'on peut développer cet esprit d'entreprise, d'oser tout risquer? Et puis Marianne, J'avais une autre question par rapport voilà, à votre lien, à l'intuition, à l'esprit, voilà, quelque chose voilà, qui est en filigrane dans le livre, mais voilà, c'est une autre question. D'accord. Alors, quelque chose qu'on ne trouve pas dans les tableurs Excel. Oui, deux questions. Je pense que l'esprit entrepreneur, moi je dirais que, et je fais le lien un peu aussi avec la deuxième question, quelque part, et je raconte ça dans le livre, mais j'étais pas du tout... Enfin, ma vie au départ était très programmée, en fait. J'avais étudié dans le but de viser une des meilleures écoles, parce que je crois que j'étais aussi dans une croyance que pour être digne, être aimé, quelque part, il fallait vraiment que ce soit de mes parents, que ce soit de l'entourage, que ce soit même de Dieu. Enfin, voilà, il fallait que je montre que je suis quelque part, que je mérite cet amour, et donc il fallait que je réussisse à fond. Donc j'avais prévu de faire une école d'ingénieur, et puis ensuite d'aller, alors famille oblige, avec un grand-père général, etc. Il fallait que je fasse l'école de réserve des officiers, l'école des officiers de réserve dans l'armée, puis ensuite je vais rentrer dans un grand groupe en France, et puis voilà. En fait, c'était un peu le tapis roulant quelque part. Et puis différents événements sont venus tout changer. Et c'est là où je dirais que c'est souvent fait d'intuition ou d'événements. Parfois, des choses se passent qui, au départ, parfois peuvent apparaître comme des mauvaises nouvelles, et de temps en temps, et finalement, on se rend compte qu'après ont été des chances. Et pour moi, ça a été une expérience spirituelle majeure dont je parle dans le livre, qui m'a fait faire mon premier acte de liberté, de choisir l'orientation. Finalement, j'ai changé d'orientation. Personnellement, j'avais 18 ans. Ensuite, ça a été de partir étudier à New York. À New York, de découvrir la pauvreté. J'avais aucune idée que pour moi, New York, c'était l'Eldorado. Et le New York de 1985, c'était à la fois la pauvreté en contraste de période extrêmement libérale, de Ronald Reagan, etc., Milton Friedman, et tout ça. Puis en même temps, le début des malades du sida, enfin des jeunes malades du sida. Donc c'était très bouleversé par ça. Je me suis laissé toucher par cet environnement. Bon, je vous laisse découvrir dans le livre ce qui s'est passé après. Et puis, suspense quand même. Voilà. Et puis après, par différents événements, ça a été le départ pour le Chili, au moment où c'était encore le général Pinochet, donc tout le monde était complètement fou d'aller là-bas. Mais finalement, voilà, on était un peu conduit vers ce Chili, qui a été une expérience absolument fabuleuse, magnifique. Et c'est là, je dirais que, alors que moi j'étais plutôt programmé comme un cadre bon élève, j'allais dire, c'est en découvrant qu'au Chili, je travaillais dans une banque de développement, d'ailleurs dont le Crédit Agricole était actionnaire, le Banco del Desarrollo à l'époque. J'ai découvert qu'en fait, il y avait 400 000 micro-entrepreneurs qui employaient la moitié de la population active, on y est, qui n'avaient aucun accès au crédit bancaire à l'époque. Aucun accès. Donc, pour ces 400 000 micro-entrepreneurs qui employaient de 1 à 10 personnes, la seule manière de développer leur entreprise, c'était de faire appel aux usuriers qui parfois leur en prêtaient 10 le matin et devaient rendre 12 le soir. Et s'ils ne les rendaient pas, c'était le gang qui arrivait en disant « si tu ne me rends pas, je casse la gueule de ta grand-mère ». Donc c'était comme ça, si vous voulez. Et moi, on avait 23, 24 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai fait des études de gestion, etc. C'est pas possible que je reparte tranquille dans un grand groupe, simplement en faisant des choses. Enfin, j'étais dans cette banque et on a bousculé la banque. On a dit, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? La banque nous a dit, non, ce sera jamais rentable, c'est trop petit, et puis il n'y a pas de garantie, et puis etc. On s'est dit, on va créer une banque ailleurs. Et on est revenu en France, on a réuni différents hommes d'entreprise, hommes d'affaires, etc. Et en leur disant, avec notre fougue de jeunesse, on leur a dit, écoutez, nous, on a 24 ans, on est prêt à donner plusieurs années de notre vie, mais on n'a pas d'argent. Vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas prêt à donner plusieurs années de votre vie. Donc on peut peut-être s'arranger. Et on dit, voilà. Et puis, à l'époque, on avait besoin d'1 million de francs, c'est à peu près 150 000 euros. On a fait un appel, et puis il y a un homme qui était le numéro 2 du groupe Total, qui a dit, mais moi je suis. Voilà. Et en fait, donc on a créé cette banque de microcrédit. Et quand après,
quand on a transmis la banque de microcrédit Contigo aux Chiliens, on est revenu en France, on s'était mariés, on avait notre petite fille avec nous qui était née. Et moi, naturellement, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai commencé à postuler dans différentes banques, différents groupes, etc. Et puis en fait, c'est là où en cherchant, j'ai compris que c'est pas que j'avais fait du microcrédit. En fait, on avait créé une entreprise, on avait créé une banque. Et donc, ça s'est comme révélé à moi-même que j'étais entrepreneur. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est la situation, c'est de me laisser toucher par la réalité du terrain et en me disant il faut faire quelque chose qui a fait émerger une vocation d'entrepreneur en moi. À l'instant, tu parlais d'expérience spirituelle majeure. C'est une chose qui me touche beaucoup personnellement dans ton livre, c'est que tu oses parler de ta foi, tu oses parler aussi de choses tout à fait familiales, intimes. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel chez un patron d'entreprise. Tu écris en particulier, il est évident pour moi que Dieu est présent dans l'entreprise. L'entreprise est le lieu privilégié de co-création. Or, la création est le propre de Dieu. Comment ne serait-il pas présent dans ce lieu de transformation du monde ? Pourquoi l'expression de la foi est quelque chose qui est tabou dans les entreprises, en particulier en France ? Je pense que l'expression de la foi est toujours délicate parce qu'elle touche l'intime, elle touche la liberté des personnes. Donc, moi, si vous voulez, ça a été un chemin d'oser témoigner quelque part de ma propre expérience dans ce livre. Je ne vous cache pas que ce livre, il était prêt même un an avant et j'ai hésité. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est légitime que je le publie ? Est-ce que je ne vais pas influencer les salariés d'Armor, par exemple, etc. Est-ce qu'ils vont se sentir libres par rapport à moi ? Bon, ça a été vraiment des questions. Et puis je l'ai résolu de la manière suivante, c'est que, de fait, je ne parle pas de ma foi. Aucun salarié d'Armor ne m'aura entendu parler de ma foi ou de Dieu dans l'exercice de mon management dans Armor. Parce que j'estime que ce n'est pas le lieu où voilà, ils sont là pour avoir un dirigeant qui les accompagne dans leur projet d'entreprise, dans leur vie professionnelle. Et donc, je n'ai pas à mélanger les sujets. Par contre, j'essaye moi-même d'agir au nom de ce qui est le plus intime de moi-même. Et le plus intime de moi-même, c'est cette relation d'amour intime avec Dieu. Par contre, à l'extérieur, je estime que je suis libre. Là, avec vous, je suis libre. Je viens en tant que Hubert. Voilà, je n'engage pas tout Armor dans ma parole, c'est moi-même. Et là, j'estime que j'ai cette liberté, j'ai cet espace de liberté qui m'autorise à témoigner de ma foi. Voilà, c'est comme ça que je vois. Et ce livre, pour moi, il fait partie de cet espace personnel. Donc, par exemple, je n'ai absolument pas informé les salariés d'Armor que j'ai écrit ce livre. Ils le voient dans la presse, ils peuvent l'acheter s'ils le veulent. Mais moi-même, je n'en ferai aucune publicité. Parce que je veux qu'ils se sentent libres et qu'en aucun cas, ils aient l'impression qu'ils ont un devoir de me dire c'est bien, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste que moi, de pouvoir partager avec des personnes qui se posent des questions, sans stigmatiser absolument pas et sans obliger qui que ce soit, à dire voilà mon chemin, vous avez sans doute votre chemin propre, peut-être il est différent, mais à la limite, c'est pas important. Ce qui est important, par contre, c'est d'être fidèle à soi. C'est de pouvoir suivre ses aspirations profondes. Voilà, ce que j'appelle l'esprit. Moi, c'est vrai que l'esprit, il a cette notion dans la foi chrétienne d'Esprit Saint, c'est un peu une des personnes de la Trinité. Maintenant, l'esprit, il a plusieurs noms. Il parle par la conscience. Déjà, suivre sa conscience, suivre ses intuitions, suivre ses aspirations, suivre ses élans intérieurs, suivre son GPS et d'être à l'écoute de son GPS intérieur, de sa boussole intérieure. Voilà, chacun mettra le nom qu'il veut, mais je pense par contre que être fidèle à soi et suivre ce qui est essentiel pour soi, ce qui a du prix à ses yeux, par contre, c'est ça qui fait qu'on trouve le sens de notre vie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions à ça ? Oui, une question. Bonsoir monsieur, et Michel Ferré, je suis vendéen. Je suis vendéen, juriste de formation, assureur par accident. Je suis rentré par hasard dans les assurances et à 60 000 rebonds par passion. À 60 000 rebonds par passion. Tout simplement parce que j'ai découvert la vraie vie, des vrais gens. Et ayant connu une expérience de santé peut-être comparable à la vôtre, je me considère aujourd'hui comme un miraculé.
Et 60 000 rebonds m'a permis de trouver l'énergie, justement, en rencontrant des gens en grande difficulté. Alors ma question est la suivante. Quelle est la part que l'on doit accorder à la raison et à l'intuition? Parce qu'on est dans un monde, il est tel qu'il est, il est organisé au nom de la raison. Et on vous dit souvent, mais ce que tu vas faire, c'est de la folie, c'est impossible. Et évidemment, on hésite. Mais à un moment donné, on renverse les codes et on essaye de suivre ce que vous dites, comme vous l'exprimez si justement, la voie de l'intérieur. Cette voie de l'intérieur qui permet de renverser des montagnes. C'est l'histoire de beaucoup de Vendéens, de beaucoup de réussites qui n'avaient rien. Voilà, alors, comment libérer ces énergies créatrices que chacun porte en lui-même, mais que l'organisation de ce monde ne permet pas toujours d'exprimer? Et comment libérer ces énergies créatrices que chacun porte en lui-même et que le monde ne permet pas toujours de déployer? Ça, c'est la vraie question, je pense. Une vraie question. Moi, je dirais déjà, c'est le désirer. Le désirer, c'est-à-dire en fait, ne pas croire que tout est écrit d'avance, ne pas croire que tout est perdu, ne pas croire que on est enfermé dans un moule et qu'on ne peut pas en sortir. Je pense le désirer. C'est pas facile déjà de désirer, parce que le désirer fait naître un espoir, et dès qu'on a l'espoir, on se bute sur les obstacles. C'est-à-dire on dit, bah oui, mais j'aimerais bien, mais. Et les obstacles, ils sont soit en nous, soit à l'extérieur. Et je pense qu'après, je veux dire, mon expérience souvent, c'est que souvent, ces intuitions, ce désir d'énergie créatrice naît de manière assez fine. Et parfois un peu, moi j'ai l'image de la petite plante, de petite fleur qui sort le crocus qui sort de la neige. C'est pas très grand, mais ça apparaît. Et il faut l'entretenir, il faut le protéger, c'est-à-dire oser croire petit à petit que cette intuition-là, ce désir d'autre chose ou ce désir d'énergie créatrice, c'est pas une folie justement, c'est quelque chose qui nous est donné. Et donc en prendre soin, ça veut dire peut-être en parler à des amis bienveillants, peut-être prendre le temps de l'écrire, peut-être le laisser grandir en soi. Et je pense que c'est vraiment privilégier la vie. Et quand on privilégie la vie, souvent, ce qui se passe, c'est qu'apparaissent effectivement les obstacles. Mais c'est quand la vie est suffisamment forte qu'on peut aller toper sur les obstacles et qu'on peut aller les travailler à leur tour, j'allais dire. Voilà. Et c'est ça, rester en mouvement, être en mouvement. C'est croire que la vie nous emmène devant. Et que la vie est plus forte que les obstacles, plus forte que la souffrance, plus forte que tout ça. Mais c'est là où la foi, pour moi, effectivement, dans mon expérience, la foi m'apporte énormément, parce que je peux m'appuyer sur la foi que la mort n'est pas la fin, quelque part qu'il y a une vie plus forte que la mort. Donc évidemment, ça me soutient par rapport à ce genre de démarche. Mais je pense que même ceux qui n'ont pas la foi, au sens la foi en Dieu, etc., peuvent s'appuyer sur le fait qu'il y a une puissance de vie en nous. Et qu'on peut dire simplement, j'aime la vie et j'y crois. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas enfermant, ce que je dis. Hein. C'est vraiment... Et à partir de là, de prendre conscience qu'il y a un petit peu à écarter ce qu'on appelle les cailloux, les obstacles qui empêchent le fleuve de couler, on va dire, mais qu'en même temps, quand on fait l'acte peut-être de sortir de soi, de se donner pour libérer ces énergies créatrices, en fait, ça va bousculer aussi l'entourage. Ça veut dire, attends, mais quoi, tu te mets à écrire un livre, mais t'es quand même pas écrivain quand même. Et puis tu te prends pour qui, etc. Oui, tout ça, c'est où toi tu vas entreprendre, mais attends, mais tu n'as jamais entrepris rien du tout, qu'est-ce que tu vas... Mais tu vas rater, regarde un tel là. Bon. Voilà, donc l'entourage, quelque part, souvent, vient à ce moment-là, quelque part, votre liberté vient révéler à ceux qui sont autour, parfois, leur manque de liberté. Et donc, c'est là où il faut beaucoup de courage, et l'expérience que j'écris dans le livre, c'est là où ce que j'appelle l'importance des amis, bien sûr de l'épouse ou de l'époux, enfin des proches, et puis ce que j'appelle des compagnons, c'est-à-dire des personnes suffisamment proches à qui on peut vraiment, sur lesquelles on peut s'appuyer parce qu'ils ont confiance en soi, confiance en nous, et à qui on peut aussi partager ses doutes. Voilà, en tout cas, c'est mon expérience, et ce qui fait que, voilà, de proche en proche, alors évidemment, l'expérience du coaching est importante, etc. Ça.
Une question un petit peu reliée à cela. Lorsque la vie est très difficile pour certaines personnes, d'entrée de jeu, enfance dans un cadre difficile, difficulté à obtenir un diplôme, un stage, un logement, enfin quand tout est difficile, et ça arrive à certains citoyens, comment développer la confiance en la vie, se relier à cette intuition? Est-ce que c'est pas justement ce qui fait défaut dans ces cas-là, quand vraiment tout est difficile pour une personne et beaucoup d'obstacles? Et qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes Je peux te dire quelque chose et puis je donnerai la parole à Marianne. Je pense que pour des personnes qui ont un démarrage dans la vie difficile ou qui sont soumises à des épreuves, je pense que moi, ce qui me paraît important, c'est là aussi de changer notre regard sur ce qu'on appelle la réussite. C'est-à-dire qu'on est très marqué par la réussite scolaire, la réussite professionnelle, la réussite par l'argent, la réussite par le pouvoir. Mais on voit, enfin, pour ceux qui ont un enfant handicapé par exemple, on voit la richesse de personnes qui, pour la société, représentent peut-être beaucoup moins. La richesse d'un sourire, la capacité, par exemple, de certaines personnes, simplement de vous prendre dans les bras et de vous dire « je vous aime ». Est-ce qu'on se rend compte du cadeau qu'ils nous font? Il y a des gens qui ont plein d'argent, qui ont plein de pouvoir, ils sont incapables de se laisser aimer, ils sont incapables de dire à leurs voisins qu'ils les aiment. Quelle pauvreté, quelle tristesse. Donc je pense qu'il faut changer ce regard. Voilà. Et puis aussi être reconnaissant, le petit service, je pense que la période du confinement nous a révélé que, par exemple, une rue propre, ça ne se fait pas tout seul. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont levés pendant le confinement pour aller nettoyer nos rues, pour apporter les légumes au magasin, etc., etc. Donc je pense que, quelque part, reconnaître que la vie est faite de richesses qui sont bien au-delà de ce qu'on estime être réussir. Tu veux dire quelque chose? Oui. Je vais juste rajouter peut-être à ces personnes-là qu'il y a la valeur d'être et la valeur de l'offrande. Offrir ce qu'on vit, même si on ne voit pas le sens, même si on ne voit pas où ça mène, mais que dans le fait déjà de l'offrir tout simplement, il y a des choses qui se font dans l'invisible. Et de se dire, après la politique des petits pas. Moi j'aime beaucoup la politique des petits pas, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai des difficultés dans plein de lieux de ma vie, choisis ou subis, et dans ces cas-là, c'est souvent subi, et c'est de se dire, quel est le petit pas que je peux faire, tout petit, mais qui est celui d'aujourd'hui. Et c'est un pas, on entraîne un autre, et puis c'est comme ça qu'on avance. Et moi, j'ai vu des personnes qui étaient en grande précarité. Finalement, c'est d'abord des victoires sur soi-même, avant d'être des victoires extérieures. Et de se dire, voilà, j'y arrive pas, mais déjà en parler à un voisin, à une voisine, déjà ne pas rester seul, c'est un premier pas. Et puis après, un premier pas entraîne un deuxième, un troisième. Voilà. C'est une chose qui me vient, vous avez vu que j'étais touché, ému de citer Patrick Chéramy tout à l'heure, qui était le président de Crédit Agricole Vendée, qui a été jusqu'au bout avec sa maladie de Charcot, qui était là, qui était présent, qui a porté ce lieu d'ailleurs. Moi, je vois dans l'adversité, dans la maladie, comme quel enseignement il nous a donné, quelle noblesse, voilà, un exemple pour moi de dire il n'y a pas que la bonne santé qui fait la réussite, il y a aussi dans la maladie une capacité de transcender quelque chose, de transmettre des valeurs absolument exceptionnelles. Voilà. Il y a d'autres questions dans la salle là-bas. Bonsoir, Patricia Sioen. En fait, j'ai un parcours qui est très classique, où école de commerce et puis après carrière internationale dans la communication et le marketing. En parallèle de cette carrière, ça fait 11 ans que je coach et j'ai décidé que le coaching allait devenir mon quotidien parce que c'est là où je me sens le plus utile et là où je pense que je vais apporter des choses aux gens et à la société, comme vous. Et donc ma question aujourd'hui, c'est, vous avez parlé beaucoup de management par la confiance, et j'aimerais comprendre à quel moment ou dans quel projet vos collaborateurs à qui vous accordez cette confiance vous ont surpris.
et vous ont apporté des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé? Enfin, il y a beaucoup d'exemples. J'imagine. Beaucoup d'exemples. Bah, un tout simple, c'est que en 2007-2008, ça date un peu, mais ça a été le moment où moi j'ai vraiment pris conscience de la gravité du réchauffement climatique par le film du vice-président Al Gore, La vérité qui dérange. Et c'est là où je me suis dit, on en a parlé avec Marianne aussi, je me suis dit, mais c'est bien de demander aux enfants d'éteindre la lumière de leur chambre en allant à l'école, mais est-ce que Armor, avec toute sa capacité industrielle, n'aurait pas quelque chose à faire d'un engagement pour les énergies renouvelables, par exemple. Et c'est là où j'ai rassemblé l'ensemble des équipes industrielles, R&D, marketing, RH, finance, enfin, tout le monde, et en disant, écoutez, voilà, quel est notre savoir-faire chez Armor? Alors, certains diraient, bah, c'est de savoir-faire des consommables d'impression pour imprimer des codes barres, des étiquettes code barres. Bon, mais ça, c'est pas un savoir-faire, c'est une activité. En fait, notre savoir-faire, c'est on est spécialiste de l'induction de couches minces sur film mince. C'est comme ça qu'on a fait Armor, a fait le papier carbone, les rouleaux de fax et aujourd'hui les rubans dits transfert thermique pour imprimer. Voilà. Bon, ok. Induction de couches minces sur film mince. Et si on croise ça avec un enjeu qui est le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça peut donner? Et en fait, là, quelque part, j'ai simplement donné la direction. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'innover pour créer quelque chose dans ce sens-là? Et ce qui m'a complètement surpris, c'est que les équipes sont revenues, ont travaillé, et sont revenues en disant, bah, écoutez, nous, on pense qu'avec notre technologie, on pourrait créer, par exemple, un film qui permet, qui est un film collecteur, qu'on appelle un collecteur de batteries, en fait, qui permet d'aller améliorer la performance des batteries lithium-ion de 15 à 20%, et ça peut être important pour le véhicule électrique. Et puis d'autres ont dit, ben, en fait, on pense que finalement, au lieu de construire des panneaux en silicium qui pèsent 10 à 15 kg du mètre carré, si on faisait une induction d'un polymère photovoltaïque organique sur du film polyester, eh bien, on pourrait réinventer des panneaux en faisant des films qui pèsent 300 à 400 grammes du mètre carré au lieu de 10 à 15 kg, etc. Voilà. Ben, ça, c'est vraiment l'exemple qui est... Là, mon rôle a juste été de dire, voilà, j'ai un souhait, un désir, est-ce qu'on peut imaginer de faire ça? Bah, je vous transmets ce défi, j'ai confiance en vous, voilà. Bah, il n'y a pas d'exigence non plus, mais voilà. Et puis, et effectivement, j'ai été complètement surpris du résultat. Un exemple, mais... Oui. Oui. Ah, bah, écoutez, c'est assez étonnant qu'on se voit ce soir parce que demain a lieu l'inauguration à Sozunco, au village du Bénin, du fait que Armor a donné 3000 kits solaires avec des lampes, avec un partenaire. On a donné les lampes et il y a 3000 enfants demain. Il y a toute une cérémonie avec les chefs de canton, des membres de gouvernement, des représentants même de l'église, etc., qui viennent. Ça va être la grande fête demain pour la remise des kits solaires. On ne peut pas y être à cause du Covid, mais j'espère bien qu'ils vont filmer, qu'on va pouvoir voir tout ça. Et c'est quand même, ça va permettre à 3000 enfants de pouvoir étudier avec de la lumière naturelle venant du soleil au lieu de s'abîmer les poumons avec les fumées toxiques des lampes à pétrole. Ouais, je dis au passage, c'est pas pour en faire de la pub, mais je dis au passage, puisque vous me tendez la perche, que l'intégralité des bénéfices du livre et droits d'auteur iront pour ce village. D'autres questions? Marianne, j'avais une question. Il y a eu déjà des petites questions voilà, par rapport à la politique que vous attendez voilà, de la société, voire des pouvoirs politiques pour justement valoriser l'entrepreneuriat. Là, les élections arrivent. Par rapport au sujet de la COP26, de la COP21 COP26, pardon. Quel bilan vous en faites? Enfin, je pense que le bilan n'est pas très, très positif. Qu'est-ce que ça vous évoque en lien aussi avec l'action politique éventuellement? Ouais. Comment dire? Il y a vraiment deux attitudes. Il y a l'attitude de se contenter de ce qui est fait et effectivement, il y a beaucoup plus à faire. Puis il y a aussi l'attitude... Enfin,
tout un courant aussi, on dénigre en disant ça sert à rien, ça c'est pas la peine de le faire. Moi, je pense qu'il faut accepter que le monde est en marche. Et quand même, le fait que la plus grande partie des dirigeants du monde se retrouvent pour au moins acter le fait qu'il y ait un vrai défi, c'est déjà quelque chose. En même temps, évidemment, c'est pas assez. C'est pas assez, et je pense qu'il faut continuer d'exercer une pression, parce que d'une certaine façon, on est actuellement comme si on était sur le Titanic, grand bateau. La coque est percée, mais on continue de repeindre les escaliers en or pour que ça fasse plus joli pour la prochaine fête. Il y a quelque chose d'un peu absurde en fait sur le fait qu'il n'y a pas cette prise de conscience quand on prend conscience de là où on va avec ce réchauffement climatique. Je ne vais pas en rajouter, vous entendez ça tous les jours. Donc oui, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on n'est pas encore assez déterminé, sûrement. Pas assez déterminé. Et je pense qu'il faut encourager les initiatives qui vont dans le sens de préserver la planète, préserver l'agriculture, préserver des choses qui sont importantes. Donc par exemple, nous, pour notre part, c'est vrai qu'on essaye de dénoncer certaines choses, comme par exemple, moi je ne pense pas que le développement de l'industrie solaire doit se faire en coupant des arbres ou en couvrant des champs agricoles de panneaux solaires. C'est pas, alors qu'en fait, il y a des tas d'espaces en béton déjà construits, des toits fragiles, des toits de bâtiments, etc., qu'on pourrait commencer à couvrir avant. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il y a moins de rendement. Parce qu'effectivement, c'est plus compliqué d'aller couvrir un toit que d'aller couvrir des champs. Mais à un moment, il faut aussi dire stop à certaines attitudes qui sont je pense, pas constructrices, alors qu'on a des milliers de mètres carrés à couvrir déjà, par exemple. Voilà, ça c'est un peu le sens du combat d'Armor avec nos films. Même si oui, les rendements ne sont pas encore au même niveau, oui, ça coûte plus cher, oui, etc. Mais il faut qu'on bouge et qu'on montre qu'on ne peut pas se satisfaire de solutions qui sont finalement des solutions, je pense, qui n'ont aucun avenir sur le long terme, parce que soit la population ne supportera plus, par exemple, d'avoir des champs couverts de panneaux, de machin, ou parce que ça va créer un problème pour la nourriture. En fait, on a besoin aussi de préserver l'espace agricole pour alimenter les populations. Voilà, donc oui, il faut aller plus loin. Il nous reste une dizaine de minutes, donc c'est l'occasion de poser vos questions ou de vous taire à jamais. Alors moi, j'ai une question concernant ta toute récente activité, c'est avec EOTECUM. EOTECUM, donc c'est une société de conseil que tu as montée avec Louis Faure, que tu mentionnais tout à l'heure. Louis Faure, donc jeune HEC qui a la moitié de ton âge et que tu as rencontré aux Philippines lors du congrès Fondatio. Bon. Alors, comme si tu n'avais pas assez à faire, donc tu es à côté de ton activité Armor, parce que les deux activités sont complètement dissociées. Donc, tu as lancé cette société de conseil et d'accompagnement des dirigeants. Alors, d'abord, ce qui me frappe, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu un retour, c'est un peu le temps cyclique, puisque contigo en espagnol, ça veut dire avec toi, et EOTECUM en latin, je marche avec toi. Donc, il y a toujours cette idée de l'accompagnement. Et ce qui me frappe dans cette nouvelle entreprise, micro-entreprise que tu as lancée avec Louis, c'est le fait que c'est un tandem intergénérationnel entre quelqu'un de presque 60 ans et un jeune qui a un peu moins de 30 ans. Qui apprend de qui dans un tel cas? Là, c'est vraiment l'un apprend de l'autre et l'autre apprend de l'un. Et je pense que c'est ça la richesse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'a frappé dans cette amitié, c'est que très vite, je me suis rendu compte que, je vous disais, la liberté de Louis avec ses 29 ans, à l'époque 25, aux Philippines, c'est qu'il avait accepté de quitter la perspective d'une carrière, de gagner de l'argent, etc., pour vivre un peu un défi qui était d'élever des poulets avec les pauvres Philippins, etc., mais en même temps en cherchant à donner du sens à sa vie. Et ce qui me frappait, c'était sa liberté avec laquelle il m'interpellait, en disant, écoute, oui, tu es dirigeant d'entreprise, mais finalement, pourquoi? C'est quoi le but de ta vie? Finalement, est-ce que tu es libre par rapport à l'argent, et au pouvoir d'ailleurs? Et finalement, comment tu vois ta vie demain?
Parce que moi, j'ai plein de questions sur ma propre vie, mais toi, c'est quoi tes questions? Et en fait, à force d'être interpellé, ça a commencé à me mettre en mouvement. Et je me suis rendu compte que, certes, je pouvais apporter, moi, la confiance de l'expérience, une certaine seniorité, mais en même temps, le plus jeune vient me ramener à l'essentiel. Et c'est là où on a découvert un peu, après l'avoir expérimenté, ce principe qu'on a appelé du compagnonnage, qui peut être alors, avec des personnes de confiance entre elles, mais ça peut aussi être de confiance de même génération, mais aussi de générations différentes. Et moi, personnellement, je trouve que dans le compagnonnage intergénérationnel, il y a quelque chose d'extrêmement riche. Ce qui a été important dans cette étape, c'était un moment où on s'est vraiment dit entre nous, écoute, voilà, est-ce qu'on accepte de pouvoir s'interpeller l'un l'autre à égalité? C'est-à-dire que c'est pas, je n'ai aucun pouvoir supérieur par le fait que j'ai plus d'expérience, plus d'âge, etc. Mais on s'interpelle à égalité et tu as le droit de m'interpeller exactement comme je t'interpelle. Et je pense que ça a été très riche. Et de cette expérience-là, en fait, on s'est aussi, comment dire, on a réfléchi beaucoup à partir de là sur ce qu'est le leadership. Et petit à petit a émergé un peu dans ces interpellations ce qu'on appelait le leadership par la vulnérabilité, c'est par l'authenticité. Apprendre à être vrai, apprendre à dire ce que l'on ressent, apprendre à partager, par exemple, avec ses équipes de manière très ouverte et authentique le projet qu'on a, ne pas avoir comment dire, de jeu caché, ne pas chercher à présenter un visage de soi qui n'est pas le sien, etc. etc. Et du coup, on a eu envie de partager cette expérience. Et en fait, EOTECUM, un cabinet de conseil en leadership qui s'adresse à des personnes qui, hommes ou femmes, quel que soit l'âge, qui sont soit des dirigeants d'entreprise, soit des acteurs de projet, qui ont envie de contribuer à transformer leur organisation et la société d'une certaine façon, qui perçoivent que quelque chose doit bouger dans les fonctionnements managériaux, dans la gouvernance, dans l'objectif, même la finalité de l'entreprise, qui ont envie de se donner pour ça, mais qui d'une certaine façon, comme vous disiez, qui en même temps butent sur leurs obstacles. Voilà. Parce qu'ils se disent, voilà, j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Et on trouve très intéressant, ça peut être aussi un jeune qui dit, mais moi j'ai envie de me donner, j'ai un projet, là, j'ai envie de me donner, mais il y a quelque chose qui fait que j'ose pas. Et on trouve très intéressant d'agir sur ce moment-là, qui est un moment de création, il y a besoin d'un accompagnement, d'un coaching à ce moment-là. Parce que c'est difficile tout seul d'émerger, c'est-à-dire de sortir de ces lourdeurs, de ces obstacles, un peu de ces prisons, voilà, ou de quitter ces apparences pour faire un acte de vraie liberté. Voilà, donc c'est ça EOTECUM, d'où j'y vais avec toi, ça veut dire en fait, à ce moment-là, on propose d'accompagner la personne, mais avec une vision aussi, c'est qu'après un certain moment de coaching, on vise qu'en fait, la personne accompagnée n'ait plus besoin de nous, et on va lui proposer, et ça c'est une première démarche de leadership, de réfléchir à quelqu'un de son entourage qui est de confiance, et à qui la personne va oser dire à quelqu'un de son entourage de confiance, voilà, je suis en train de travailler tel ou tel sujet qui n'est pas forcément facile pour moi, est-ce que tu accepterais de m'aider? Parce qu'en fait, j'ai besoin de ton aide pour ça. Et en fait, dans cette démarche-là, je trouve que c'est une première démarche de leadership, de vulnérabilité authentique, d'oser se montrer dans sa vulnérabilité à quelqu'un en qui on a confiance. Et après, ce partenariat, il se peut que la personne va être touchée, peut-être à un moment, on va dire, mais moi aussi, tu peux aussi m'aider sur ça ou ça. Et en fait, l'idée, c'est que dans le temps, ce binôme, quelque part, donne une force et fait que, voilà, il y a après moins besoin de coaching externe, puisqu'en fait, il y a toujours besoin de coaching, mais sur d'autres sujets. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, moi j'en ai une petite dernière pour la route. Armor a été une des premières entreprises à définir, si on peut dire, sa raison d'être avec des très belles valeurs que sont l'humanisme, l'innovation, le service client et l'engagement. Et en 2019, il y a eu la loi Pacte qui a donc créé les entreprises à mission. Et au cœur de l'entreprise à mission, c'est justement la définition de la raison d'être qui va être ancrée dans les statuts. Armor aurait toutes les bonnes raisons d'être une entreprise à mission, puisque vous l'êtes presque déjà dans les faits. Donc pourquoi Armor n'était pas une entreprise à mission? En fait, moi, je n'ai rien contre les entreprises à mission, je trouve ça très bien. En fait, pour moi, le sens de l'entreprise à mission, c'est si ça permet d'en créer quelque chose et d'aller plus loin. Bon. Il se trouve que dans notre cas, Armor est en pleine mutation, puisque je vous dis, on part des consommables d'impression pour aller
pour imprimer les étiquettes code barre, et puis maintenant on est sur les films photovoltaïques, on est sur les films pour batterie. Donc quand on a commencé à faire cette raison d'être, trouver une raison d'être qui englobe tout ça, c'est quand même pas évident. Donc en fait, on est plutôt à faire des raisons d'être par activité. Et à la limite, la raison d'être finale, c'est voilà, être une entreprise de haute technologie au service des enjeux de société. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même assez large. Et donc on sent qu'on ne doit pas presser pour laisser les choses se révéler au fur et à mesure. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'est absolument pas limité en quoi que ce soit pour vivre notre raison d'être ou notre mission. Merci Hubert. Si vous n'avez pas de dernière question, parce qu'il est 19h56, donc on avait promis de terminer à 20h pour pouvoir ensuite profiter aussi d'Hubert avec la dédicace de son livre et puis profiter du cocktail. Donc, il me reste à vous remercier. Je ne sais pas, Hubert, si tu as un dernier mot pour la fin, le grand message. Non, ce ne sera pas un grand message, c'est vraiment merci à vous, merci pour vos questions. Et puis, un message d'encouragement, voilà, que soyez confortés par cette soirée peut-être à être à l'écoute justement de ces intuitions fines, de ces aspirations qui sont en vous, et en croyant qu'elles sont réalisables, peut-être avec l'aide justement d'amis, de coachs, de compagnons, de votre époux, de votre épouse, voilà, de pouvoir... tout est devant, voilà, tout est en avant, donc la vie, je pense, ça peut être très belle devant. Donc ne restons pas avec nos peurs de ne pas pouvoir innover ou être en mouvement pour notre vie. Et puis marcher ensemble. Marcher ensemble, exactement. Et merci à vous tous.